Bonjour Vera Nikolski. Bonjour. Nous vivons un moment de bascule inédit, écrivez-vous. Lequel? Eh bien, parmi les multiples moments de bascule qui caractérisent l'époque contemporaine, celui qui, moi, m'a intéressé et qui a également intéressé mon co-auteur est relatif aux relations entre les sexes, entre les hommes et les femmes, et à ceux qui arrivent avec leur statut, avec l'avènement de la modernité. Dans mon livre précédent, Féminicène, j'avais essayé de montrer que toute l'histoire de l'humanité avait été marquée par un déséquilibre entre les statuts des hommes et des femmes. Les deux étaient déjà séparés de façon ontologique, on ne les comparait pas, il y avait les hommes, il y avait les femmes de l'autre côté, les travaux d'hommes, les travaux de femmes. Et puis avec l'avènement de la modernité, le progrès technique et toutes les transformations matérielles qu'il a entraînées, nous avons observé une homogénéisation progressive entre ces deux statuts, un rapprochement de ces statuts entre les hommes et les femmes. Donc ça, c'est un peu pour parler de la bascule d'aujourd'hui. Alors ce deuxième livre, Pourquoi les Amazones n'existent pas. C'était ma question. Oui, eh bien, il se concentre davantage sur la longue histoire, sur le temps long de notre évolution, de l'évolution de l'humanité en tant qu'espèce, pour essayer de comprendre pourquoi exactement le gros de notre histoire a été caractérisé par cette séparation, par cette division sexuelle des tâches et des rôles entre les hommes et les femmes. On va y revenir, justement. La thèse centrale de votre livre, une des thèses centrales, c'est d'expliquer que l'inégalité des sociétés a reposé sur la division sexuelle du risque. Quelle est la définition ? En effet, alors en général, les anthropologues, les paléoanthropologues sont d'accord pour dire que l'ensemble des sociétés humaines, et en particulier les sociétés préhistoriques, les sociétés des chasseurs-cueilleurs du paléolithique, ont fonctionné dans un régime de division sexuelle du travail, c'est-à-dire une division des tâches, les hommes effectuant un certain type de tâches, les femmes effectuant un autre type de tâches. Et s'il s'agit d'un relatif consensus, même s'il est parfois contesté par certains courants critiques, c'est quand même quelque chose qui reste assez accepté dans la communauté scientifique, eh bien, les raisons de cette situation ne sont pas forcément toujours très claires. Il y a un débat, il y a beaucoup de controverses sur ce qui explique cette division sexuelle du travail dans notamment les sociétés de la préhistoire et ensuite, dans une moindre mesure, dans les sociétés historiques. Et l'idée de ce livre a été d'observer une corrélation qui existe entre le risque, la manière de diviser le risque dans la société entre les différents membres de la société et les chances de survie de ces sociétés. C'est-à-dire que toutes les sociétés sont soumises à une série de risques. Une partie de ces risques sont non arbitrables. Par exemple, à la préhistoire, on ne pouvait pas arbitrer le risque de maladie, le risque d'accident, de famine, de manque de gibier, etc. Et une autre série de risques qu'on peut qualifier d'arbitrables, c'est-à-dire que la société peut diviser de telle ou telle manière entre ses membres. Et lorsqu'on divise ces risques arbitrables, par exemple ceux qui sont liés à l'activité d'extraction des ressources, qui va s'occuper de telle ou telle tâche plus ou moins dangereuse, eh bien, il est toujours plus avantageux pour un groupe humain, et plus généralement pour l'espèce humaine, de confier ces activités dangereuses aux membres du groupe ou de l'espèce qui sont les moins importants du point de vue de la survie du groupe, c'est-à-dire les moins importants du point de vue démographique. Et il se trouve que ce sont les hommes. Et vous expliquez d'ailleurs très récemment, vous donnez une statistique sur la proportion des morts israéliens après le 7 octobre. C'est très intéressant. Vous expliquez que dans la période qui suit le rapt, le pogrom du 7 octobre, donc du 7 au 26 octobre, si je ne m'abuse, 2023, il y a 12,4% des morts sont des femmes. Et que à partir du moment où s'enclenche la réaction israélienne à partir de fin de octobre 2023, dans l'armée israélienne, le nombre de morts côté féminin, tombe à 0,4%. C'est intéressant parce que c'est pourtant une armée où il y a beaucoup de femmes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'idée à la base, alors c'est un livre que nous avons écrit à deux, avec Nicolas Pichoff, qui est physicien et numéricien, spécialiste des modélisations, d'où les modélisations du livre. L'idée a été d'observer que jusque dans les sociétés contemporaines, le risque, la prise de risque et la surmortalité liée au risque est très inégalement distribuée entre les sexes. Ce sont toujours les hommes qui prennent l'essentiel des risques sur eux.
Ils sont plus nombreux à exercer des métiers dangereux, ils sont plus nombreux à avoir des accidents de travail, de mourir dans des activités risquées sportives, etc. etc. En fait, la liste est très longue. Et effectivement, les hommes supportent le risque, l'un des risques principaux, les risques létaux principaux des sociétés contemporaines, qui est lié aux affrontements armés. Les victimes militaires sont très, très majoritairement les hommes. Et l'exemple que vous prenez de l'armée israélienne servait effectivement à illustrer un cas limite. C'est-à-dire que c'est une armée qui se prévaut d'une certaine parité. Les femmes sont censées être 50% des forces armées. Ce n'est déjà pas le cas en temps normal, parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses à être exemptées. C'est encore moins le cas dans les unités qui sont effectivement engagées au combat. Je crois que c'est de l'ordre de 18%. Et quand on regarde les pertes réelles, effectivement, on observe que dans les premiers jours du conflit, les femmes ont été un peu nombreuses à mourir parce que c'était une attaque surprise. Mais dès que l'armée a pu décider qui effectivement allait supporter ce risque létal, eh bien, le risque a été majoritairement reporté sur les hommes, comme partout ailleurs. Le rapport homme-femme et cette distribution relative à la division sexuelle du risque, même si on a cet exemple récent, mais vous dites, a été bouleversé, et ça reprend la thèse d'ailleurs de Féminicène, par l'avènement de la société thermo-industrielle. Tout à fait. C'est-à-dire que la corrélation qu'on peut observer entre l'exposition au risque et les chances de survie d'un groupe, cette corrélation que nous qualifions de loi dans notre livre et que nous essayons de démontrer, ce qui n'est pas chose courante pour les lois sociales, c'est une corrélation qui n'est observée que dans certaines conditions. Aucune corrélation n'est inconditionnelle. Il y a toujours des conditions qui la rendent valide. Et les conditions de cette corrélation, c'est notamment un niveau de dangerosité élevé de l'environnement. Dans un environnement élevé, où il y a déjà... Dangereusement élevé. Oui, exactement, à dangerosité élevée. Lorsque vous avez déjà un taux de mortalité important par ailleurs, de maladies, mortalité infantile, accidents, etc., malnutrition, que sais-je, si le niveau des risques arbitrables, ceux qu'on supporte en allant chercher les ressources dans l'environnement, est également élevé, eh bien ce surplus de mortalité, s'il se porte sur les femmes, ça réduit de façon importante le taux de reproduction du groupe. C'est-à-dire qu'en prenant un exemple très simple, si vous avez 20 hommes et 20 femmes, si vous perdez 19 hommes, il vous en reste un seul, la reproduction du groupe peut théoriquement rester la même à la prochaine génération. Si vous perdez 19 femmes, il vous en reste une. Les 19 hommes, même s'ils sont très nombreux, ne pourront pas faire grand-chose de plus qu'un seul homme avec cette seule femme. Donc la reproduction sera la même. En revanche, lorsque la dangerosité de l'environnement se réduit, lorsque la mortalité générale se réduit, la mortalité infantile se réduit, mais surtout lorsque tous les risques non arbitrables. Voilà, exactement. Mais lorsque les risques arbitrables se réduisent également, nous avons dans notre société très peu de chances de mourir avant de nous reproduire. Ou avant d'avoir une chance de nous reproduire, parce que tout le monde ne se reproduit pas aujourd'hui, eh bien, dans ces conditions, cette corrélation ne marche plus. Voilà, parce que comme il n'y a plus de surmortalité importante qui est prélevée dans le cadre de ces risques arbitrables, eh bien, les activités qu'on confie aux hommes et aux femmes ont moins d'importance. C'est-à-dire que dans les conditions contemporaines, la mixité des activités, le partage des rôles, une évolution des rôles sexués est tout à fait possible et n'a aucune conséquence démographique du même type. J'en viens aussi à un autre aspect de votre livre, justement, et qui est le titre de votre livre, « Pourquoi les Amazones n'existent pas ?» Vous vous êtes plongé justement dans les mythes et dans ce que les dernières découvertes anthropologiques nous renseignaient entre ce que ces mythes, en quoi consistaient ces mythes et en quoi ils nous renseignaient sur l'histoire et sur la réalité. Donc, pourquoi vous en arrivez à cette conclusion? Pourquoi les Amazones n'existent pas? Alors, le mythe des Amazones au sens large, c'est-à-dire à la fois les mythes du matriarcat, des sociétés où les femmes auraient exercé une domination sur les hommes, ou bien de sociétés égalitaires où les rôles auraient été équitablement partagés. Oui, donc c'est quand même deux choses différentes. C'est-à-dire que soit c'est inégalitaire, mais c'est les femmes qui dominent les hommes, ce serait ça, ou bien, oui, tout à fait. Ou une société parfaitement égalitaire. Oui, il y a différentes variantes. C'est des mythes qui existent soit dans une variante forte avec une domination des femmes, ou bien une séparation entre les hommes et les femmes vivant à part dans des sociétés parfois militarisées, comme celle des vraies Amazones. Et par extension, des mythes ou des récits ou des théories scientifiques sur des femmes qui auraient, à la préhistoire, exercé des fonctions guerrières, exercé des fonctions de puissance, y compris militaires, sont très répandues. Alors, il s'agit tout d'abord de vrais mythes
qui existe dans de nombreuses sociétés observées par les ethnographes, des sociétés de chasseurs-cueilleurs notamment, et plus généralement dans l'histoire antique, on les trouve en Grèce ancienne, les fameuses Amazones, etc. Alors, ce sont bien des mythes. Parce que les Amazones, on peut peut-être préciser, où est-ce qu'on retrouve le terme même d'Amazone, c'est pas en Amazonie. Hein. Non, c'est pas en Amazonie, c'est un terme qui vient de la mythologie grecque, les célèbres Amazones, Penthésile, Hippolyte, etc., qu'on rencontre dans l'Iliade, qu'on rencontre chez Hérodote aussi, qui mentionne des femmes qui auraient porté des armes. Alors, il y a eu des femmes, probablement des sociétés scythes ou sauro-sarmates, qui ont, à certains moments de leur biographie, exercé des fonctions guerrières, provisoirement, mais de sociétés d'Amazones pures n'ont jamais existé. Il s'agit réellement de mythes au sens plein du terme, et probablement de mythes extrêmement anciens, qui remontent... alors, il y a des travaux absolument passionnants, récents, en mythologie comparée, notamment, qui utilisent la méthode phylogénétique, qui montre que c'est l'un des mythes les plus anciens de l'humanité, qui probablement circule dans les groupes humains depuis l'aube de l'humanité et de la conscience et de la composition des mythes en tant que tels, probablement avant même notre sortie de l'Afrique. Et si ce mythe a eu autant de succès, paradoxalement, c'est parce que c'est un mythe qu'on peut qualifier de sociogonique, c'est le terme de Jean-Luc Lequelec, c'est-à-dire de mythe qui explique l'ordre social tel qu'il est. C'est finalement en fait un mythe quelque part misogyne dans la plupart de ses versions, parce qu'il explique à quel point la domination des femmes était une mauvaise chose, et à quel point l'évolution de l'histoire vers la domination masculine est une bonne chose, et que c'est bien et bon de garder cette organisation. Mais ça ne veut pas dire que ces sociétés ont existé. C'est ça que vous... Non, ça ne veut pas dire que ces sociétés ont existé. Et effectivement, le consensus dans ce domaine, qui n'est pas le nôtre, qui est le consensus général que nous ne faisons que compiler et rapporter au début du livre, consiste à dire que ce sont des vrais mythes et non pas le compte-rendu d'une situation historique réelle. Mais cela dit... Et ce qui est intéressant, par contre, c'est que ce mythe qui servait justement à justifier finalement une vision plutôt misogyne, aujourd'hui sert à l'inverse à justifier une vision féministe. Voilà, il y a eu un renversement. C'est-à-dire que ce qui était au départ en mythe très ancien a ensuite été repris au XIXe siècle par l'anthropologie naissante, qui s'est servi de cette hypothèse du matriarcat originel, d'une certaine puissance féminine passée, pour analyser ce qu'ils observaient sur place dans les sociétés qui ont été observées au XIXe siècle. L'anthropologie a très vite abandonné cette hypothèse. En revanche, il y a des mouvements politiques qui s'en sont saisis, le marxisme, Engels et d'autres, et puis les premiers mouvements féministes, qui ensuite se sont réemparés de cette thématique plutôt dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec l'apparition de ces courants de spiritualité féminine, etc. Mais vous expliquez également que le féminisme, en fait, est souvent une idéologie, un combat, mais qui naît, lui, non pas d'une volonté d'émancipation de la femme, qui est plutôt une conséquence de l'émancipation de la femme. Oui, alors ça, c'est le thème de Féminicène, où effectivement, j'essaie de montrer que l'émancipation de la femme, des femmes plutôt, est surtout le fruit de ces changements structurels technologiques de nos sociétés. Et le féminisme est plutôt un mouvement d'idées qu'il a accompagné. D'explication. On est toujours dans l'explication, en fait. C'est toujours des... Oui, tout à fait. Les idées, à mon sens, sont un peu secondes par rapport au matériel. Mais de même que des idéologies misogynes étaient des explications d'une société telle Exactement, étaient aussi des justifications. Mais je voulais juste souligner une chose, c'est que oui, ces sociétés-là n'ont sans doute pas existé sur le long terme. Parce que ce que nous montrons dans le livre, ce n'est pas que les Amazones ne pouvaient pas du tout exister. Ça pouvait arriver... C'était comme la guerre de 14, c'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, on voit les femmes devenir ouvrières dans les usines d'armement, voilà, parce que les hommes sont au combat. Il y avait des situations exceptionnelles, mais sur le long terme, ce n'était démographiquement pas possible. Vera Nikolsky, une question. Quelle place et comment analysez-vous, dans la radiographie des mythes que vous faites, la figure de la Vierge Marie d'un point de vue anthropologique ? C'est une question difficile à laquelle nous n'avons pas vraiment réfléchi dans le cadre de ce livre. La Vierge Marie ne s'apparente pas aux figures féminines guerrières. C'est plutôt une figure protectrice, si l'on peut dire. Si mes souvenirs sont bons, Emmanuel Todd parle du culte marial comme
d'un espace qui permettait aux femmes, parfois, dans des cultures du Moyen-Âge, de gagner un peu d'autonomie grâce au monastère, grâce à la réclusion, où elles devenaient un peu indépendantes. Mais c'est là où il y a une par rapport forme aux hommes. des Amazones, religieuses, certes, mais Oui, mais enfin, mais alors vraiment pas dans l'acception dans- qu'on a du mythe. Oui. L'image de la femme dans l'imaginaire occidental, celui des romans de chevalerie, de Dante et des Précieuses, comment justement il s'inscrit par rapport à... Alors là, pour le coup, je pense que ça s'inscrit vraiment bien dans notre thèse parce que l'idée de ce livre est de montrer que l'histoire de l'humanité a été une histoire de partage des risques. Les femmes supportant le risque de l'accouchement, le risque lié à la reproduction de l'espèce, les hommes supportant les risques arbitrables, donc avec une espèce d'équilibre entre ce partage qui était nécessaire pour la démographie des groupes. Et tout cet imaginaire de protection de la femme, des femmes et des enfants, etc., s'inscrit très bien dans cette histoire longue et dans les conséquences de ce partage du risque. Vera Nikolski, Nicolas Pichoff, pourquoi les Amazones n'existent pas? Ce sont des analyses imparables, des études très rigoureuses et innovantes et une cure d'altitude mentale grâce à des réflexions intellectuelles parmi les plus stimulantes de ces dernières années. Et je pèse mes mots, c'est aux éditions Fayard. Merci beaucoup. Merci à On se retrouve dès la semaine prochaine pour Point de vue.